Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 20 avril 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché après ce week-end. Eh bien, vendredi, on a eu les bourses européennes qui ont terminé en hausse, portées essentiellement par les espoirs quant au redémarrage de l'économie américaine et bien sûr par des données encourageantes sur un traitement potentiel du coronavirus. Effectivement, le président américain Donald Trump a dévoilé une série de directives qui doivent permettre aux États américains de sortir par étapes du confinement dans les prochaines semaines, tout en évitant bien sûr une seconde vague de contamination. Enfin, l'autre facteur de hausse des marchés, c'est bien sûr la publication d'une information de presse selon laquelle le laboratoire américain Gilead Sciences a enregistré des données partielles encourageantes sur son traitement potentiel des formes sévères du Covid-19. Côté US, c'est bien pareil, Wall Street a plutôt terminé vendredi et même la semaine sur une séance en nette progression, au lendemain de la présentation, bien sûr, par Donald Trump d'un plan de redémarrage progressif de l'économie américaine, malgré l'épidémie du nouveau coronavirus. Enfin, même si la levée des restrictions imposées aux déplacements relève de la prérogative de chaque État aux États-Unis, Donald Trump a quand même exposé jeudi des directives pour un redémarrage progressif de l'activité économique dans le pays, ce qui a bien sûr rassuré les investisseurs après le choc provoqué par le Covid-19. Disons que cet optimisme a été alimenté par Boeing, qui est un poids lourd de la cote, puisque le titre a bondi de quasiment 15%, la plus forte hausse du Dow Jones après l'annonce d'une reprise la semaine prochaine de la production, du moins cette semaine, de la production de ces appareils commerciaux dans l'État de Washington. L'avionneur a aussi annoncé vendredi la reprise de ses activités cette semaine dans ses usines de la région de Philadelphie après 2 semaines de suspension. Pour terminer, comme je vous le disais, le catalyseur de la semaine dernière, c'était l'élément encourageant pour les investisseurs qui est venu des premiers résultats prometteurs d'un essai clinique sur un traitement potentiel du coronavirus avec le remdesivir de Gilead Sciences à l'origine du développement de cet antiviral. Eh bien, la société, elle, a grimpé de presque 10% vendredi dans les échanges. Passons au graphique macro. Et cette semaine va être chargée puisqu'on a les résultats, du moins c'est une semaine riche en publication de résultats de sociétés, puisqu'on a quand même certains de poids lourds de la cote qui vont publier leurs résultats. Donc Kering, Air Liquide, Sanofi, Hermès. Donc ici, c'est la liste des entreprises du CAC 40 qui vont publier un peu l'évolution de leur activité au premier trimestre 2020. Donc, notez bien dans vos agendas ces différentes dates, puisque ça pourrait entraîner, à partir surtout de demain, pas mal de volatilité sur les marchés et ça permettra surtout en fait de prendre la température auprès des acteurs de l'économie qui sont les entreprises. Donc on aura un peu plus de visibilité du moins sur les semaines, voire les mois à venir, et aussi on saura finalement s'il y a des risques ou pas de profit warning et bien sûr de révision à la baisse pour les prochains trimestres. Petit parallèle avec les Fangman. Ce qu'on appelle les Fangman, eh bien, c'est tout simplement aux États-Unis Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet, Microsoft, Apple et Nvidia. Et on n'a pas l'impression qu'elles subissent une crise, effectivement. Ici, c'est la capitalisation boursière totale des Fangman qui s'élève à environ 5 500 milliards de dollars.
on est en fait à 7% de moins que le plus haut de l'ATH qui était quasiment à 6 000 milliards de dollars, 5 950 milliards de dollars. Et ça montre tout simplement que ce graphique met en parallèle en fait l'indice Nasdaq surtout, puisque ces entreprises représentent quasiment, il me semble, 20% de pondération dans l'indice S&P. Et le Nasdaq, lui, s'envole, a retracé quasiment les 61,8 de sa baisse. Et en fait, on constate tout simplement que les fangman, donc les grosses capitalisations, les gros poids lourds de la cote, que ce soit du S&P ou du Nasdaq, eh bien, ne faiblissent pas tout simplement. Bien au contraire, retournent proches de leur ATH, de leur plus haut historique, alors que l'on fait face à des risques de récession, de crise à venir. Toutefois, la tech profite actuellement de ce qui se passe sur les marchés, de ce qui se passe sur l'ensemble, on va dire, de l'économie et tirent leur épingle du jeu et se retrouvent quasiment sur des plus hauts historiques. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire très attention quand on regarde le Nasdaq ou le S&P, parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des marchés qui évoluent en trompe-l'œil. En trompe-l'œil, ça veut dire qu'on a l'impression que si on regarde l'indice avec du recul, que tout va bien, alors qu'en fait, c'est uniquement les poids lourds qui tirent l'indice vers le haut, puisqu'elles ont une forte pondération à l'intérieur de l'indice, du moins dans la capitalisation boursière. De ce fait, si on regarde d'autres valeurs qui sont à l'intérieur du Nasdaq 100 ou du S&P, eh bien, le rebond n'est pas aussi spectaculaire. C'est juste que ces 5 entreprises ici, même 7, eh bien, représentent, pèsent énormément, on va dire, sur l'indice, ce qui fait qu'on a une hausse en trompe-l'œil qui ne reflète pas l'ensemble des sociétés. Si on prend le Nasdaq 100 où il y a 100 sociétés, eh bien, ça ne représente pas l'ensemble de toutes les valeurs puisque la pondération est bien plus supérieure qu'aux autres. Côté graphique, ici nous avons donc le CAC 40 qui perd 1% ce matin, toujours on est maintenu en échec sur les 4550, encore une nouvelle fois. On constate qu'on a fait un joli gap haussier, on s'est un peu envolé la semaine dernière, en fin de semaine, et là au contraire, une nouvelle fois, échec sur les 38,2. C'est le pivot clé, on ne parvient pas à franchir ce niveau, et tant qu'on est en dessous, eh bien on consolide tout simplement dans un range. Et si on est amené à corriger, eh bien on ira chercher les 23,6. Et si on casse, eh bien ce sera un double top qui sera validé, dans ce cas-là on ira bien plus bas. Je pense que les résultats à venir des poids lourds du CAC 40 vont permettre de donner soit un nouveau souffle au marché pour repartir à la hausse, soit au contraire, bien évidemment, en cas de résultats plutôt catastrophiques, eh bien, de déclencher un retour sur la borne basse du range pour aller rejoindre les 23,6 dans un premier temps, les 4140, et là, ce sera le pivot clé à surveiller en cas de double top pour aller chercher les 3008. Et inversement, ce sera la cassure des 4006. Attention à voir si on n'a pas un excès juste pour venir combler le cap, mais la cassure avec une bougie flux des 4006 permettrait d'aller chercher en extension les 50%, voire la moyenne mobile 50. Pour le DAX, même constat pour le DAX, hein, on bloque sous les 10 780 points. Je remarque qu'on évolue toujours à l'intérieur d'un biseau ascendant et que seule sa cassure permettra de se positionner pour accompagner le flux. Pour le moment, voilà, on est un peu compressé. On pourrait aussi avoir, je pense, en 4 heures, un petit range, voilà, de court terme.
On a un range court terme sur le DAX, compris entre 10 780 pour moi et 10 240. Toutefois, si on casse, si on retourne sur les 10 740, d'un autre côté, on casse aussi l'oblique basse de notre biseau ascendant. Donc, on aurait un signal de vente, en tout cas, sur le Nasdaq et un signal de correction à venir. Et pareil, il y a des gaps à venir chercher. Il y a un premier gap ici qui n'a pas été refermé. En parallèle avec ce gap-là, il a été fermé que partiellement. Il y a toujours une fenêtre, un trou de cotation. Et derrière, on a quand même ce deuxième gap ici. Où vraiment, si on a un vrai repli, l'indice pourrait aller chercher les 9400. Et pour le moment, ça consolide. Inversement, en cas de cassure des 10 780, ce serait d'aller chercher la borne haute proche des 11 300. Ici, on a un deuxième gros niveau sur le niveau des 11 300. Pareil, cassure, je pense peut-être pas les 11 300, mais comme pour le CAC, en extension d'aller chercher la moyenne mobile 50 qui serait couplée à la borne haute du biseau, donc vers les 11 000 points à peu près. Le Dow Jones. Le Dow Jones qui poursuit son ascension quand même. En hebdomadaire, on évolue toujours au-dessus, enfin du moins on a réussi à casser la MM200, donc on voit que les acheteurs gardent la main pour le moment. Cette semaine s'annonce aussi riche en publications pour les États-Unis. Là, ça avait débuté la semaine dernière avec les bancaires. Cette semaine, on a plusieurs grands noms, que ce soit dans le Nasdaq ou dans le S&P surtout, qui vont publier. Donc on aura un large éventail de sociétés, bien plus que la semaine dernière, couplé bien sûr avec les résultats des sociétés européennes. Donc bien sûr, ça va avoir un impact sur les marchés puisque c'est le principal catalyseur de la semaine. En journalier, effectivement, voilà, on a franchi cette grosse zone, on a une deuxième zone ici. Actuellement, les futurs sont dans le rouge, donc on va voir l'ouverture. Mais 23 100, 23 200, c'est aussi une grosse zone technique. Et on est toujours dans notre biseau ascendant, pareil que sur le DAX, seulement qu'ici, ici on a un biseau qui a retracé sur le DAX, on a retracé un peu plus de 38,2, alors qu'ici on a quasiment retracé plus de 50%. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que les US sont la locomotive de l'économie, l'Europe n'est que le wagon. De ce fait, quand les US retracent 50%, l'Europe retrace 38,2. C'est actuellement ce qu'on a sur le CAC 40. Le DAX, lui, est un peu plus puissant. Toutefois, voilà, on a une figure chartiste, un biseau ascendant, et logiquement, la sortie doit se faire par le bas. Pour le moment, on évolue toujours à l'intérieur. Il faudra surveiller la cassure. Et je pense qu'une bougie flux sous les 23 200 points inviterait à la prudence. Et pareil, on pourrait avoir un repli au niveau des 22 300, voire du gap ici qui a été laissé ouvert sur les 21 000. Donc, on fera le point d'ici la fin de la semaine, car on devrait avoir une sortie soit par le bas, soit par le haut. C'est aussi possible, bien sûr, d'avoir une sortie par le haut, mais c'est plus rare. En général, la sortie, c'est environ entre 85 et 98% du temps par le bas, et le reste, c'est par le haut. Donc, à surveiller, ça risque d'être intéressant dans les prochains jours. Le Forex. L'euro GBP. L'euro GBP, on a fait une belle clôture hebdomadaire. Voilà. On était sur le milieu du range et on est enfin parvenu. Voilà. Belle bougie qui casse bien les 0,874. C'était vraiment le gros niveau de support. Enfin, tout convergeait, que ce soit le milieu du range, zone de support, MM200, MM50, et on l'a cassé. Là, actuellement, on tente de refaire un test. Donc, on fait un pullback. Pour le moment, ce serait plus une rotation complète. Donc, on se dirige plus vers les 0,85 que vers les 0,88, étant donné qu'on a eu
On a cassé le milieu du range. Toutefois, attention au piège. Ici, on constate qu'on avait des mèches à chaque fois et que ça repartait. Là, on a plutôt une belle cassure quand même, avec une bougie qui a pas trop de mèches et plutôt pas mal de corps. Et j'ai l'impression qu'on est en train de faire un pullback. Donc en journalier, voilà, on est en train de faire un pullback sur MM50, MM200. Si derrière on refranchit, et ici, voilà, c'était le premier niveau on avait bloqué, donc résistance horizontale, MM50, MM200 journalière, et légèrement au-dessus, pour rappel, on a aussi la MM50 et la MM200 hebdomadaire. Donc tant que c'est un pullback, eh bien la dynamique est plutôt baissière pour retourner en direction des 0,85. Par contre, si on fait une bougie flux qui repasse au-dessus des 0,8770, alors on aura plutôt une perspective haussière. Mais pour le moment, c'est un range et les prix tentent d'effectuer une rotation complète à l'intérieur du range. Le GBP USD. Concernant le GBP USD, eh bien, on a eu notre ravalement. Ici, pareil, on est sur un gros niveau de prix, les 1,2510. Pour rappel, hein, on voit très bien que c'est un gros niveau de support. On est venu le casser. Un peu une zone de polarité. Ici, on échouait avec la moyenne mobile 200, moyenne mobile 50. On a fait un peu un avalement mercredi, mais cet avalement, voilà, on avait un peu, si vous voulez, la mèche basse était égale quasiment au corps, ce qui fait que l'avalement est un peu moins puissant. Toutefois, on avait quand même un signal, je trouve, enfin pas forcément un signal, mais un essoufflement de la reprise haussière, puisqu'on était sur un gros niveau de technique et qu'on a échoué, qu'on casse avec un pattern, en tout cas un avalement, et derrière, on tente on ne parvient pas en tout cas à tenir les 1,25. Ainsi, si on a une correction, eh bien ce sera en direction des 1,22. Et dans le cas contraire, pour moi, il faudrait surveiller la cassure voilà, des anciens plus hauts. Mais pour le moment, on est plutôt maintenu en échec et on pourrait avoir un repli sur les 1,22 sans pour autant parler de dégringolade à venir, mais je ne serais pas étonné de voir un retour sur les 1,22 à très court terme. L'euro USD. L'euro USD se cherche. Toujours honnêtement, il n'y a pas de grande direction sur cette paire. On est prisonnier entre deux niveaux, on se cherche entre les 1,082, les 1,09, les 1,10. Il n'y a pas vraiment de grande tendance, je trouve, sur cette paire. Elle n'est pas très intéressante en tout cas. En trading, il faut aller là où se passe l'action et pas rester borné et entêté sur une paire où on n'a pas forcément d'action, en tout cas pour faire du swing ou jouer des mouvements de moyen long terme voilà, pour essayer d'engendrer plus de 100 pips. Et là, actuellement, il ne se passe rien sur l'euro USD et c'est pas un actif où il se passe de l'action. C'est pour ça qu'il est important d'aller vers des paires où il y a de l'action, comme l'euro GBP actuellement. Le pétrole aussi, il y a de l'action. Mais voilà, il ne faut pas se forcer à trader quand il n'y a pas d'action, en tout cas, sur le marché. Et actuellement, l'euro USD, je trouve que, bon, à part la sortie de Biseau qu'on avait eu ici, mais l'euro USD se cherche et il n'y a pas grand-chose. Il n'est pas très stimulant, on va dire, d'un point de vue du trading. Je surveille toujours la grosse zone située à 1,0750. Hein, c'est notre oblique trimestriel hein, qui passe par les plus bas, couplé avec notre oblique ici, et on se situe vers les 1,0750, 1,0760. Pour moi, c'est le pivot clé à surveiller. Pour le moment, on est à 1,0850, donc il y a encore un peu de marge. Mais si on arrive ici, là, ça va m'intéresser, ou un peu plus haut, au niveau des indices 75. Mais pour le moment, je trouve que le marché hésite et se cherche. Et pour moi, il faut laisser du temps au temps, tout simplement. Savoir passer à autre chose quand il n'y a pas d'action sur cet actif. Passons aux matières premières avec le gold. Je n'aime pas cette bougie.
j'ai oublié de faire ma recherche, j'en parlais la semaine dernière, si c'est un doji Dragonfly ou en pierre tombale, il me semble, si je me souviens bien. Mais j'aime pas cette bougie. À confirmer, bien sûr, étant donné qu'on c'est une bougie avec un seul pattern, elle a besoin d'être confirmée avec une bougie de la semaine suivante pour qu'on ait une clôture sous cette clôture-là. Toutefois, on montre, si on devait décrire la psychologie de cette bougie, c'est que les acheteurs n'ont pas réussi à garder la main et se sont un peu emballés et que les vendeurs se sont montrés présents sur les 1750 en leur disant attention, ici, ça risque de coincer. Et derrière, les vendeurs ont pris l'ascendant. Résultat, l'open égale la clôture. Ce qui montre à quel point la hausse s'essouffle, du moins à court terme. Et derrière, ce serait bien d'avoir une confirmation de ce pattern. Donc, on pourrait très bien en fait stabiliser, ranger sur le gold, mais là, ce pattern invite à la prudence, en tout cas. Et se dire attention sur les achats. Pas être trop gourmand. Pour rappel, on a quand même pris en un mois 20%. C'est énorme. Sur l'or, en un mois, 20%. Deuxième rappel, l'année dernière, l'or a pris 18%. Donc là, depuis le point bas, on a pris 20% en seulement un mois. Donc, c'est légitime qu'il y ait des prises de bénéfices sur l'or. En journalier, effectivement, on a eu une belle bougie flux. Et je n'écarte pas le scénario d'un retour sur les 1655. 1655, voire 1625, c'est un scénario tout à fait envisageable avant une poursuite de la hausse. Le marché commence à s'essouffler. Voilà, on a cassé notre oblique qui permettait de cadrer la dynamique des prix. La moyenne mobile 50 n'a pas réussi à tenir les prix aussi, donc pour le moment, un peu neutre, haussier pour moi au-dessus des 1700, correction vers les 1655 envisageable, tout à fait possible, voire même un peu plus bas. Et ici, on est un peu neutre, on est un peu au milieu de nulle part, donc je préfère attendre à avoir un niveau, soit les 1655, soit les 1700. Mais j'écarte pas l'idée d'avoir un retour sur les 1655 et aussi, si de nouveau les indices plongent, qu'on ait des prises de bénéfices, bien sûr, de la part des opérateurs de marché pour compenser des pertes sur d'autres marchés. Passons au pétrole. Le Brent, pas grand-chose à dire. Toujours dans son range. Sur les 27, en fait. Le Brent ici sur les 27. Donc attendons. On est sur les 27, donc niveau de support. Ça consolide en fait. Ça consolide et il va falloir attendre les 24,5. Le niveau intéressant pour moi, c'est les 24,5. Bon, les 27, c'est un niveau intéressant. Il n'y a pas de changer de retournement pour le moment. C'est un couteau qui tombe. Les 24,5 sont un niveau intéressant ou les 34, bien sûr. Là, si on sort, si on casse ici, on aurait un signal technique de reprise haussière. Mais pour le moment, on consolide. Et bien sûr, en extension, ça n'a pas changé, ce serait les 20. C'est les 20 en extension pour aller chercher la borne basse du bison. Mais le Brent est assez solide. Passons maintenant au WTI. Le WTI s'effondre et ça dépend sur quelle échéance vous êtes en fait. On va regarder le WTI du mois de mai. Donc effectivement, pour rappel, on avait notre range ici. Voilà, sortie de range par le bas, l'objectif c'était les 12. Bon, bah, je considère que on est quasiment allé chercher l'objectif. Hein. Voilà, il manque pas grand-chose. Sur le support annuel, mais c'est sur l'échéance du mois de mai. Et on a eu ce qui s'appelle l'effet Contingo. Je vous invite
je ne vais pas l'expliquer là car c'est très long, mais on a des situations de backwardation ou de contingo sur les futurs. Donc, je vous invite à aller faire des recherches par vous-même sur Google pour comprendre comment fonctionne le contingo ou le backwardation sur les futurs. Et là, on est en super contingo. En fait, ça va être une position. En fait, vous allez avoir une prime, si vous voulez, qui est par rapport, en fait, qui va être par rapport à l'échéance à venir, tout simplement. Et que là, on est sur l'échéance du mois de mai, et que si je bascule sur l'échéance du futur actuel, on voit qu'on n'a pas du tout le même graphique. Seulement qu'il y a une prime qui est quasiment de 9, ce qui explique ce décalage. Donc même si ici on a eu un gap haussier que ça perd quand même 8%, en fait vous avez payé une prime durant l'échéance, ce qui fait que eh bien, ça entraîne une perte parce qu'on est en contingo. Et le contingo, ça peut être une prime du stockage. Et actuellement, on fait face à un problème de stockage sur le pétrole, vu qu'il y a un problème avec l'offre et la demande. Il y a un choc de la demande. Et l'importance de comprendre le phénomène de contingo, c'est qu'une position longue en situation de contingo, en cas de prix constant, on va dire, ou en légère hausse, eh bien, se traduit par un rendement négatif. En effet, vous avez une prime en plus du prix spot. Vous avez le prix spot, le prix cash, par exemple, qui doit être à 20, on va dire à 21. On va prendre le prix cash qui doit être à 15. Et là, sur le futur, on est à 22, ce qui fait qu'il y a une différence de 7 ou 8. Et bien c'est ça, c'est la prime de contingo, ce qui explique ce décalage. Donc, on paye une prime en plus du prix spot. Eh bien, certaines fois, les différences sont minimes entre le spot et le futur, et parfois elles sont très élevées, comme c'est le cas actuellement, ce qui fait qu'on est en super contingo. Eh bien, et donc, vous payez quand même un prix plus élevé pour les futurs que pour le prix spot. Fait que malgré qu'on ait cette hausse ici, en fait, elle inclut la prime de super contingo. Donc, je vous invite à aller consulter voilà, des articles financiers qui parlent de contingo et de backwardation sur les futurs. Le backwardation, c'est l'inverse. C'est lorsque vous avez une prime positive. Là, c'est une prime négative que vous payez. L'inverse, c'est le backwardation, ce sera une prime positive. Donc, n'hésitez pas à consulter pour comprendre en fait comment fonctionnent les futurs avec les différentes primes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, pareil, ce serait un peu trop long. Peut-être je prendrai le temps d'expliquer dans les stratégies bourse bien en détail pour que vous puissiez comprendre ce principe-là. Mais là, c'est un peu, voilà, j'ai pas assez le temps dans le briefing des marchés pour évoquer en détail l'effet contingo et l'effet backwardation, sachant qu'on est actuellement en super contingo, étant donné que la prime est énorme. Si vous prenez le prix du spot cash, on est quasiment à 15. Et là, on est sur l'échéance du mois de mai. Si je reprends mai, il me semblait qu'on était à 15,25. J'avais regardé ce week-end. Et là, on est à 13. Donc, bon, ouais, encore, on a perdu, chuté lourdement. On était plus haut. Mais en tout cas, l'objectif est quasiment atteint pour le WTI, puisqu'on chute et qu'on arrive proche d'un niveau très bas en annuel. Le fameux niveau que je vous parlais ici. Sur l'échéance du mois de mai, du mois de juin, si vous voulez bien me le mettre. Alors, concernant le light, voilà. Et les 12, voilà, ça c'est sur le futur du mois de juin, et sur le mois de mai, on approche des 12, le fameux support.
voilà, annuel que j'évoquais ici, voilà, vers les plus bas quasiment de 1999 en fait. Et il manque encore quelques points, quelques dollars, on va dire, pour atteindre l'objectif complet des 12. Concernant la crypto-monnaie, le Bitcoin, la crypto se cherche encore. Enfin, on est sorti par le haut de notre canal. Ici, on a eu le bel avalement sur support. Bon, je surveille si on n'est pas dans un range, en fait. Pareil, ça manque de peps. On avait la sortie par le haut de notre canal, ici. Et donc, logiquement, c'est d'aller chercher les 7630. Toutefois, si ça cale, pareil, à surveiller. On pourrait éventuellement avoir un range qui viendrait s'installer. Voilà. Donc je surveille ça à venir. Finalement, est-ce qu'on a peu une sortie de biseau en mode larvé et ça part en latéralisation des prix. Pareil pour l'espèce de canal baissier, on va dire drapeau. Et si ça parvient pas à casser les plus hauts, en fait, c'est une latéralisation des prix entre 6580 et 7400. Il faut vraiment qu'on casse les plus hauts pour se dire très bien, le marché a vraiment on va dire cette phase de consolidation a donné un nouveau souffle au marché, on va aller chercher un peu plus haut, mais pour le moment, ça manque de carburant, je trouve. On sent que le marché est un peu lourd et qu'on sort de certaines figures, mais d'un côté, ça ne veut pas vraiment aller en bas. Là, c'est une figure de fin de hausse, puisque c'est un biseau ascendant, donc la sortie doit se faire par le bas. Derrière, ça ne casse pas vraiment, du moins l'objectif n'est pas atteint. Et là, on a une figure de consolidation, doit sortir par le haut, mais pareil, ça cale. Donc, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas un gros range qui serait en train de se mettre en place? Donc, à surveiller, c'est aussi dans les prochains jours. Mais finalement, peut-être que le Bitcoin est tout simplement en train de consolider et d'entamer une phase de latéralisation des prix à court terme. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire demain pour les stratégies bourse Forex et surtout pour le webinaire éducatif mercredi à 14 h sur les figures chartistes. Nous étudierons une bonne partie, puisqu'il y aura 2 parties en tout dans ce webinaire. Donc on verra certaines figures chartistes et une autre partie le mois prochain. Et vous apprendrez aussi à comment les trader, à placer vos stops et avoir un money management adapté en fonction des différentes figures. Donc j'espère que vous serez très nombreux à ce webinaire live. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.